Alors, Roland Nadeau, vous venez donc ce soir nous parler de votre dernier recueil, Un cadastre d'enfance. Alors, avant d'en parler plus précisément, est-ce que d'une manière donc, plus globale, vous pouvez nous dire comment vous en êtes venu à la poésie et qu'est-ce que ça représente pour vous? Comment j'y suis venu, je ne sais pas. J'y suis venu surtout parce que j'ai lu et que j'ai eu des gens qui m'ont appris à lire et à lire de la poésie et qui m'ont donné envie d'en écrire. On fait du théâtre parce qu'on a vu des gens jouer au théâtre. On joue de la musique parce qu'on a entendu de la musique ou vu des gens qui en jouaient. Et on écrit des romans ou de la poésie parce qu'on en a lu et que ça vous a donné envie à un moment donné. Moi, je me souviens que j'ai dû écrire mes premiers poèmes quand j'étais en 4e. Parce que pour mémoire, vous avez quand même à votre œuvre plus de une soixantaine de livres, hein, je crois. Donc pas que de la poésie. Non. On a donc des romans, des polars aussi, des contes, de la chanson aussi, je crois bien. Du théâtre. D'accord. Donc tout cet environnement de la littérature, vous avez été inspiré par qui alors? L'inspiration, c'est encore une autre chose. Hein. Je vous dis, ce qui donne envie, c'est de voir du théâtre et donc d'avoir envie d'écrire du théâtre. J'ai une pièce qui a été créée là, à l'automne dernier. Des chansons, c'est parce que j'en ai entendu. De la poésie, parce que j'en ai lu. Des romans aussi, des polars également. Il y a des auteurs peut-être au milieu de tout ce que vous avez pu lire? Il y a des passeurs. Forcément, hein, c'est-à-dire que moi j'ai eu la chance, par exemple, quand j'étais adolescent, de rencontrer un des fondateurs du surréalisme, Philippe Soupeau, puis André Breton un petit peu, mais Philippe Soupeau, je l'ai beaucoup fréquenté. Voilà. Ou bien, par exemple, mon expérience quand j'étais très jeune, dans une revue qui s'appelait La Tour de Feu, avec un grand poète, Pierre Bouju. Donc c'est sûr qu'il y a ces passeurs, sans lesquels je serais resté sans doute à écrire de la poésie, où on parlerait des petits oiseaux, du ciel bleu et des chœurs de la Saint-Valentin, ce qui n'est pas tout à fait la poésie contemporaine. C'est vrai. Mais alors, dites-nous, comment... Parce que sans être schizophrène, vous avez quand même mené 2 vies. Vous n'êtes pas, on vous rassure. Non, si vous aviez un doute, on vous rassure. Merci, docteur. Vous êtes homme politique. J'étais. Vous étiez, c'est vrai. Donc, l'influence politique, la littérature d'autre part, est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Est-ce qu'il y a des oppositions? Est-ce que c'est constructif tout ça? Racontez-nous. Alors, je vais vous dire une anecdote. Enfin, c'est pas une anecdote, c'est ce que j'ai vécu pendant longtemps. Lorsque j'ai été élu 31 ans, hein, j'étais militant avant, mais j'étais élu 31 ans. Lorsque j'ai été élu maire, j'étais maire adjoint avant, mais quand j'ai été élu maire la première fois... Donc sur Guyancourt, hein. À Guyancourt, vous l'avez été une vingtaine d'années. J'étais 20 ans précisément maire, 31 élus et 20 ans maire. Et j'ai présidé cette ville nouvelle dont je suis un des papas. Voilà. Et conseiller général. Oui, arrêtez, conseiller général. Je suis aussi abonné au gaz, à l'électricité. Voilà. Il nous reste à peu près 20 minutes d'émission. On va dérouler toutes vos fonctions là, pendant les 20 minutes. C'est Philippe Soupeau d'ailleurs. Non, c'est pas Philippe Soupeau, c'est Maurice Fombeur qui avait une carte de visite comme ça, absolument énorme, avec Légion d'honneur, officier des arts et lettres. Puis il continuait en disant abonné au gaz, à l'électricité, au téléphone, etc. Donc j'aime bien dire ça aussi. Quelle était votre question? Eh bien, écoutez, c'était la question d'Aurélia, qui était, sans être schizophrène, comment vous menez ces 2 carrières? Vous aviez mené ces 2 carrières. Pour vous résumer, une chose un peu douloureuse à vivre, lorsque j'ai été élu maire, il était évident que dans le milieu politique, je ne pouvais pas être un bon maire, puisque j'étais un poète. Étant entendu que les poètes sont des gens forcément tête en l'air, qui ne savent pas gérer, etc. Mais parallèlement, dans le milieu poétique, enfin dans certains milieux poétiques, notamment dans les milieux underground, je ne pouvais pas être un bon poète, puisque j'étais un sale politicien. D'accord. Donc on ne peut pas être mais non, c'est dans la tête des gens. Moi, j'étais les deux à la fois. Je pense... alors, être bon poète, j'en sais rien. Ça, c'est pas moi qui peux le dire. En tout cas, comme maire, si j'ai été élu, réélu, je ne sais combien de fois, c'est sans doute que j'ai dû pas trop mal gérer ma ville et pas trop mal la construire. Mais vous voyez, dans l'esprit des gens, voilà. Alors, c'est vrai qu'en même temps, ce sont 2 registres différents. Dans la politique, vous êtes dans l'affrontement, vous me direz dans la poésie aussi avec les mots, mais vous êtes dans l'affrontement, dans le relatif, dans le compromis. Dans l'art, de façon générale, et dans la poésie notamment, vous allez plutôt vers l'absolu, vers quelque chose de plus fort, de plus spirituel. La politique, c'est une certaine réalité. Difficile aussi, parfois. La politique? Oui. Je me suis fait casser la gueule, par exemple. Hein.
j'ai une cloison nasale qui est déviée depuis. Ah oui, donc quand on dit que la politique est dure, elle est parfois dure, même physiquement. D'accord. La politique est un sport de combat. Mais aujourd'hui, en tout cas, vous avez laissé ça derrière vous. Oui, j'ai passé le relais consacré à l'écriture. Voilà, merci. Oui. Alors, mais non, simplement quand même pour Wilfried, pour dire à Aurélia que c'est quand même, si j'avais pas eu la poésie, je n'aurais pas supporté la politique aussi longtemps. Voilà. D'accord. Alors, on dit de vous justement que vous êtes un maire poète. On a dit de vous à l'époque de Guyancourt. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? J'ai même eu un compliment qui m'a un petit peu bouleversé, c'est qu'un jour un grand urbaniste m'a dit ça se sent que vous êtes un poète parce que votre ville est une ville qui a été construite, on le sent, par un poète. Alors je me suis demandé ce que ça voulait dire. Et puis c'est vrai, ça fait allusion bien entendu à toutes les rues, tous les noms de bâtiments qui sont portés par les poètes, à la création de la maison de la poésie, mais aussi quand on y regarde et quand on se promène, à une certaine façon de construire la ville, de faire se rencontrer les choses et les gens, parfois de façon très inattendue. Et d'ailleurs, on peut rappeler que la communauté d'agglomération a reçu le label de ville en poésie l'année dernière. C'est la seule communauté d'agglomération en France qui ait reçu ce label, qui est un nouveau label qui a été décerné en 2012. Il y a village en poésie, ville en poésie, et dans ville en poésie, Saint-Quentin-en-Yvelines est la seule communauté d'agglo qui l'est. Alors, pour revenir à votre recueil, donc un cadastre d'enfance, pour lequel d'ailleurs vous allez faire une lecture demain soir à la Maison de la Poésie à 19h. Donc, j'ai un petit extrait je vous l'ai donné d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous le lire ? Ah oui, tiens, c'est une des parcelles. Voilà. Parce que c'est un cadastre d'enfance. Vous savez ce que c'est un cadastre, oui. Et quelques-unes de ces parcelles. Je ne raconte pas toute mon enfance, mais quelques-unes des parcelles. Alors. Bon, voilà ce texte qui s'intitule Rapiécé. Rapiécé. Il y a trop de trous dans le temps, tous les enfants le savent. C'est pourquoi ils les comblent de rêves. Il y a trop d'oubli dans la vie, tous les enfants en savent quelque chose. C'est pourquoi ils veulent vite grandir. Il y a trop de savoir dans l'enfance, c'est pourquoi les adultes en ont peur. Les enfants savent tout, parce qu'ils devinent que les grands ont des trous de mémoire, des trous de rêve et d'innocence, et qu'ils ne les comblent que de vide. Alors, dans ce recueil, on sent évidemment, et vous le dites aussi, il y a une large part d'autobiographie, des passages un peu sombres, difficiles. Oui, l'enfance n'a pas été pour très moi, intimiste. Pourquoi vous nous confiez ces souvenirs maintenant ? Alors, je ne sais pas pourquoi. Je sais seulement que je n'ai plus écrire ce livre à la demande d'un éditeur que lorsque ma mère est morte il y a 1 an, parce qu'il y avait des choses sans doute qui ne pouvaient pas sortir. Mais c'est la matière première, si vous voulez. L'épanchement ne fait pas de la poésie en soi, et c'est de la matière. Paul Valéry disait très bien que la poésie, c'est 10% d'inspiration et 90% de transpiration. C'est pareil pour tous les arts, je pense. Alors l'inspiration, elle peut venir de choses mystérieuses ou de sa propre vie, de sa propre expérience, ce qui est là est plutôt le cas. Il y a une souffrance à écrire aussi ? Il y a une souffrance à vivre et une joie à vivre. Et écrire, c'est scoltiner. Comme un sculpteur se coltine avec de la pierre, par exemple, le poète se coltine avec des mots. Et c'est une matière, le mot est une matière vivante, rugueuse, dure. De temps en temps, d'elle-même, elle produit quelque chose de beau. Et souvent, il faut frotter, tirer, creuser, remodeler, réappareiller pour que ça fasse œuvre. Est-ce que vous-même, la poésie, c'est un registre qui vous inspire ? Moi, je trouve que c'est l'exercice le plus dur au théâtre. Donc inspirant, peut-être pas, compliqué certainement, mais c'est propre à chacun. C'est tellement dur de dire des paroles de personnes qui écrivent vraiment une partie tellement intime de ce que vous êtes. Même si ça nous parle, quand on parle de rêve, je pense qu'on s'y retrouve totalement. Quand on parle d'enfance, on est de grands enfants sur scène, en ce qui concerne votre poème. Mais vous savez, j'ai vécu souvent, à mon âge maintenant, j'ai quelques expériences, des comédiens lisant mes textes, et à chaque fois, c'était une recréation. Selon le comédien ou la comédienne, c'était pas le même texte.
pourtant c'était les mêmes mots. Oui, mais c'est un travail d'interprétation. Tout à fait. Bien sûr. Et puis chacun se nourrit. Et la poésie est faite pour être dite aussi. En fait, moi, mon premier spectacle professionnel, c'était donc une adaptation en théâtre et danse de poèmes fantastiques, donc d'une auteure qui s'appelle Julie Proust-Tanguy, une descendante de Proust, qui avait publié à 16 ans. Donc c'était des recueils, elle les avait écrits entre ses 13 et 16 ans, c'était brut de décoffrage, c'était un diamant brut. Moi, j'avais eu un tel amour en lisant ces poèmes, j'ai fait, ok, il faut les dire, faut les faire vivre. Et il y avait eu, parce que moi j'avais travaillé avec elle en montant ce spectacle-là, et c'est vrai qu'elle avait une émotion à nous voir, parce qu'on réinterprète et en même temps elle se retrouvait elle, enfin il y avait une connexion. Moi je trouve ça juste fabuleux. Je suis d'accord avec Laure, c'est très très dur parce que c'est du mettre en bouche en fait, mais à travailler c'est juste du plaisir par contre. Bon bah alors vous lirez mes textes ce jour. Avec plaisir. Donc on rappelle votre lecture demain, donc à la Maison de la Poésie à 19h. Merci. Vous restez avec nous encore quelques instants, on va poursuivre cette chronique culture. Est-ce que vous aimez la danse country ? Ah oui. Eh bien écoutez, il y a des stages d'initiation du côté de Plaisir, regardez, ça va forcément vous inspirer ça. Une piste de danse envahie par des cow-boys. Un bal-concert organisé par l'association Cowboy at Dancer de Plaisir. Bottes, chapeaux et vestes sur le dos, tous sont prêts à danser les 4 sets prévus pour l'occasion. Au total, 200 personnes réunies autour d'une même passion, la country. J'étais aux États-Unis, j'ai vu les gens danser, j'ai écouté la musique et je me suis dit je vais faire la même chose en rentrant. Donc j'ai pris des cours et puis après j'ai créé mon association et maintenant je donne des cours, je fais des balles. Ça fait 7 ans. Pour la première année, l'association a fait appel à Frank Silver, musicien et professionnel de country. C'est une passion et ça nous a permis nous aussi de joindre l'utile et l'agréable. Ça fait longtemps qu'on fait de la musique. Moi je suis passionné de cette culture-là depuis longtemps, mais on a réussi à joindre l'utile et l'agréable depuis quelques années avec la country. Outre ce bal pendant l'année, l'association propose des cours de country. Association de danse uniquement, mais tous ceux qui aiment la musique country. Exactement. Alors sous toutes les formes, le rockabilly, le bluegrass, le outlaw, donc plein de sortes de musique country. Pour tous les intéressés, le prochain bal ouvert aura lieu en mai prochain. Le droit d'entrée est de 10 €.